C'est au pied de ce buste, qui n'a rien d'un fossile, que commence la visite de la galerie de paléontologie. Prenez le temps d'écouter ce qui suit. Ainsi, vous comprendrez mieux ce lieu unique, son histoire, mais aussi ce qu'il raconte. Le buste est celui d'Albert Gaudry, le concepteur de la galerie de paléontologie. Professeur de paléontologie au muséum, il a pour mission de réunir les collections de fossiles alors dispersées dans les autres départements du jardin des plantes. Celui de zoologie, l'étude des animaux, celui de botanique, l'étude des plantes, et celui de géologie, l'étude de la terre. Il a surtout la volonté de faire connaître au public la paléontologie qui est encore, à cette époque, une discipline toute nouvelle. Albert Gaudry crée en 1885 un premier musée de paléontologie dans un hangar attenant aux anciennes galeries de Cuvier. À partir de ce moment, et pendant plus de 20 ans, il réunira des collections en provenance du monde entier. Plus de 110 ans après l'inauguration, cette galerie ne semble guère avoir changé. Pourtant, des réaménagements ont été réalisés pour installer des nouvelles espèces au fur et à mesure de leur découverte et de leur acquisition par le muséum. Diplodocus en 1908, Allosaurus en 1976, Carnotaurus en 2012. À l'inauguration, les seuls grands spécimens présents étaient le Dinocéras, le Megatherium et le mammouth de Durfort, un os fondateur de la découverte d'un fémur de mastodonte à la naissance de la paléontologie. Aujourd'hui, on sait que ce fémur est celui d'un mastodonte, mais à l'époque de sa découverte aux États-Unis vers 1739, cet animal n'était pas encore connu. Le fémur a alors été envoyé au Jardin des Plantes pour y être étudié par Louis-Jean-Marie Daubenton, qui le compare à deux autres fémurs de la collection, celui d'un mammouth de Sibérie et celui de l'éléphant de Louis XIV, et en conclut qu'ils appartiennent tous trois à un même groupe d'animaux, celui des éléphants. Cette trouvaille pousse à croire qu'il existait des espèces inconnues, et met ainsi fin aux croyances sur l'origine des grands os pétrifiés attribués à d'hypothétiques demi-dieux et autres géants. Reprenant les résultats de Daubenton et s'attachant à comparer les dents des trois spécimens plutôt que leurs fémurs, Georges Cuvier suggère, en 1806, que l'animal étudié n'existe plus et qu'il appartient à une espèce disparue. Il le nomme alors mastodonte, un nom inspiré du grec pour désigner les dents en forme de mamelle de l'animal. Cuvier confirme alors ce que Daubenton avait pressenti un demi-siècle plus tôt, l'existence d'animaux et de plantes aujourd'hui disparus, mais dont on retrouve des vestiges çà et là à la surface du globe. On appelle ça des fossiles. Un squelette trapu et un crâne triangulaire. Ériope était un animal amphibie. Il vivait sur Terre, à proximité des mares et des marécages, car comme les amphibiens actuels, l'eau lui était certainement indispensable pour y pondre des œufs. Les petits étaient aquatiques et devaient avoir des branchies externes pour respirer dans l'eau. Il possédait 4 pattes qui lui permettaient de se déplacer dans l'eau et de se hisser sur le sol. Son palais était pourvu de crocs. Il était également percé de 2 fosses où étaient placés les yeux. Et comme pour les grenouilles, à chaque fois qu'il déglutissait, il les fermait. Il mesurait entre 1,50 m et 2 m et pouvait peser jusqu'à 60 kg. Il était carnivore et se nourrissait de poissons et d'invertébrés. Il avait un mode de vie aquatique, mais il devait pouvoir aller sur terre. Il chassait en embuscade dans l'eau et allait sur terre pour se réchauffer. Les diplodocus. Les diplodocus sont des dinosaures qui vivaient il y a 150 millions d'années. Ils mesuraient entre 27 et 53 mètres et pesaient jusqu'à 90 tonnes. La très longue queue du diplodocus, qui compte 80 vertèbres très allongées, a la forme d'un fouet. Elle contrebalançait son long cou et, comme lui, elle se tenait bien à l'horizontale. Sur l'avant de la bouche, de petites dents en forme de crayon et alignées tel un peigne étaient adaptées pour dépouiller les feuilles des branches proches du sol. Chez les diplodocus, les pattes avant sont plus courtes que les pattes arrière. Il se déplaçait probablement en troupeau de 20 à 30 individus pour chercher sa nourriture et se protéger des prédateurs. Il pondait des œufs. Les nids étaient creusés à la surface du sol et recouverts de végétation. En France, la découverte de grands dinosaures est très rare. Dans la carrière Audouin d'Anjac-Charente, le fémur d'un des plus grands dinosaures d'Europe a été trouvé en 2010.
L'os de 2 mètres de long permet de déduire que l'animal mesurait 40 mètres et pesait 60 tonnes. Puissant, vif et rapide, Carnotaurus. Avec une tête toute en puissance, des mâchoires à large ouverture, des dents acérées, des narines bien développées supposant un odorat efficace, des bras minuscules, une posture bipède faite pour la course rapide, Carnotaurus est un bel exemple de dinosaure carnivore. Il pouvait mesurer en longueur de 7 à 9 mètres. Il pouvait atteindre le poids d'1 tonne. Ni dinosaure, ni oiseau, Ptéranodon. Ptéranodon est un reptile volant. Ce n'est ni un dinosaure volant, ni un oiseau. Ptéranodon est reconnaissable grâce à la longue et fine crête de son crâne. Il ne possédait pas de dents. Il mesurait 2 mètres malgré un corps plutôt petit et une queue réduite. Il était relativement léger, de 15 à 17 kg. Avec sa peau protégée par des poils, il était selon toute probabilité capable de réguler sa température interne. Ptéranodon évoluait dans le ciel en planant. Il devait profiter des courants d'air chaud au-dessus des océans pour conserver son altitude. Le mammouth de Liakhov. Ce squelette est celui d'un jeune adulte mammouth laineux. Ce groupe de mammouths est apparu en Sibérie il y a 600 000 ans. Les mammouths de Sibérie ou mammouths laineux sont plus récents que leurs cousins les mammouths du Sud. Ils sont aussi de plus petite taille. C'est le premier mammouth congelé à avoir été sorti de Sibérie et le dernier. La Russie décréta en effet quelques mois plus tard l'interdiction de tout transfert d'espèces vers les autres pays. Le plus remarquable est que ce spécimen est arrivé complet, en pièces détachées certes, mais tout était là, le squelette, la peau et les viscères par la suite conservés dans du formol. Il pouvait mesurer jusqu'à 3 mètres de haut et peser entre 4 et 5 tonnes. Il était herbivore. Il mangeait jusqu'à 200 kg par jour de plantes. Le mammouth du Sud. Le mammouth de Durfort n'est pas un mammouth laineux, mais un mammouth du Sud. Il est le plus ancien des mammouths européens. Il appartient à la famille des plus grands mammouths, lesquels peuvent atteindre jusqu'à 4 mètres au garrot. 3 ans de fouilles. Le mammouth de Durfort doit son nom à la localité du Gard, près de Nîmes, où il a été trouvé en 1869. Ce sont d'abord les défenses qui furent repérées et sorties de terre, puis le crâne, le corps et les pattes. En le dégageant petit à petit, ces découvreurs ont constaté qu'il se tenait debout et avait dû mourir enseveli dans un marécage, prisonnier de la vase dans laquelle il était tombé.